Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à ce 123e et dernier épisode du Temps d'arrêt. Dans ce dernier épisode, on termine là où tout a commencé en consacrant l'épisode sur le prochain Super Bowl. Je suis très, très heureux de consacrer cet épisode sur le même sujet que lors du premier épisode, pratiquement à 5 ans jour pour jour, hein, avec notamment, j'ai débuté cette aventure en beauté avec la même personne qui était à mes côtés lors de cet épisode 1. Très heureux de terminer avec, entre autres, l'une de ces mêmes personnes. Je suis honoré de recevoir pour une dernière fois mes collaborateurs NFL, Michael et Montcharlant et Thierry Murray. Les gars, ça va bien? Ça va très bien. Un petit peu émotif. Une dernière. Ouais, ça va très bien. J'étais pas là pour le premier avec toi, mais en tout cas, je vais être là pour le dernier. Tu nous as rejoints en beauté très rapidement. Puis vous excuserez d'avance certains petits trémolos dans ma voix, certaines petites hésitations qui ne sont peut-être pas là habituellement. Un petit peu plus nerveux slash fébrile que d'habitude, le gars. Mais on va avoir un très, très bel épisode. On consacre le tout sur le Super Bowl qui s'en vient, donc qui va être extrêmement intéressant. On va décortiquer chaque facette du jeu en passant par le parcours des deux équipes, la présentation des équipes des entraîneurs, tout ce qui va se passer lorsque l'attaque des Seahawks sera sur le terrain contre la défensive des Patriots. Même chose du côté inverse, l'attaque des Patriots sur le terrain contre la défensive des Seahawks, les unités spéciales, les impondérables, nos prédictions, et je vais terminer avec une section remerciements pour, disons, ne pas passer sous le silence tous les gens qui ont fait en sorte que cette aventure fut merveilleuse. On termine donc, les gars, notre grosse couverture de la saison 2025-2026 de football. Encore une fois, là, une grosse saison, une grosse analyse qu'on a offert aux gens de cette saison avec le prochain Super Bowl qui aura lieu dimanche prochain, le 8 février, à San Francisco, entre les Patriots et les Seahawks. Donc, retour rapide sur les deux équipes. Hein. Je vais y aller du parcours des deux équipes, puis ensuite, je vous donnerai la parole. Les Patriots, on a terminé au deuxième rang dans l'américaine avec une fiche de 14-3. Plusieurs, c'est sûr, les remettaient en question car ils n'avaient pas affronté des grosses équipes cette saison. D'ailleurs, lors de 11 des 18 semaines de la saison, on a fini par affronter une équipe qui aura congédié son entraîneur. Donc, c'est assez spécial. Puis, parmi les autres équipes, on trouve les Jets, les Bengals, les Saints, donc pas des grosses formations. Par contre, en éliminatoire, on a fait face à des équipes, surtout des défenses qui sont élites. Donc, victoire contre les Chargers, 16-3, 28-16 contre les Texans et 10-7 contre les Broncos. Du côté des Seahawks, Seattle a terminé au premier rang de l'association nationale. On a fini avec une fiche de 14-3, en terminant avec 7 victoires de suite. On a une semaine de congé au premier tour. On a facilement vaincu les 49ers lors de leur premier match. En finale d'association, on a défait les Rams 31-27. Donc, une reprise du Super Bowl de 2015 entre les Pats et les Seahawks où Malcolm Butler avait d'ailleurs réussi cette fameuse interception dans la zone des buts pour confirmer la victoire des siens 28-24.
avant tout, les gars, à quel point on est content de ne pas parler des Chiefs au Super Bowl. Je pense pas que j'aurais fini l'épisode avec une analyse sur les Chiefs. Blague à part, Mick revient un petit peu sur le parcours éliminatoire là, des Patriots. Écoute, à chaque match des Patriots pendant les séries éliminatoires, comme c'était vraiment des défensives élites. Donc, je me surprenais souvent pendant les matchs à être frustré contre mon équipe. J'étais fâché des fois contre Drake May, contre les décisions qu'il prenait. On n'était pas capable de faire progresser le ballon tant que ça. Puis écoute, au final, on se retrouve toujours avec la victoire jusqu'à maintenant. Ça a été frustrant un petit peu comme parcours, mais c'est souvent ça en éliminatoire, c'est les bonnes défensives qui sont capables de mener une équipe au niveau supérieur. Puis en série, plus ça avance, plus les défenses généralement sont meilleures. Donc, c'était, je trouve, un petit peu un parcours frustrant. Drake May n'a pas été capable de se mettre en marche trop, mais on s'en est quand même sorti jusqu'au Super Bowl. On note d'ailleurs ton bel accoutrement là, dans les commentaires ici, probablement Oui. un fan des Patriotes, notre ami Vincent Bergeron. Donc, j'ai hésité longtemps à mettre mon chandail des Patriotes ou celui du temps d'arrêt. Oui, même si mon cœur est avec les Patriotes, j'ai décidé de rester un petit peu plus neutre pour ce dernier match. Thierry, de ton côté, ça a été un parcours un petit peu moins long des Seahawks, mais vraiment pas moins convaincant, ça c'est sûr. Ouais, je vais revenir même au début de la saison, même dans la saison morte. Les Seahawks, on a fait des changements très audacieux. On a échangé DK Metcalf. On a laissé partir Tyler Lockett, l'autre receveur. On a laissé partir Geno Smith. On est allé chercher Sam Darnold. On a fait beaucoup de changements dans la saison morte. Puis il y avait beaucoup de points d'interrogation. Moi, le premier, à me questionner sur Darnold. On l'avait vu dans les années antérieures, avec des Case Keenum, avec des Ryan Fitzpatrick, qui avaient des carrières qui avaient eu du succès une saison avec une équipe, puis est allé avec une autre, puis ça n'avait pas marché. Donc, j'avais beaucoup de questionnements. Je n'y croyais pas vraiment. Puis vraiment, les entraîneurs ont vraiment monté une équipe. Les entraîneurs et le directeur général ont monté une équipe incroyable avec tous ces changements-là. Puis vraiment, félicitations à eux. Puis là, quand on arrive en éliminatoire, comme tu l'as dit, parcours un peu moins long, mais je pense qu'on a été très convaincants. On avait des questions sur Sam Darnold. Il a livré la marchandise. On en reviendra un petit peu plus tard. Mais vraiment, avec des très belles victoires. Leurs 3 matchs, ça a été 3 belles victoires. Vraiment très. Dans leurs 2 victoires. Remettons un petit peu les choses en perspective, puis vous le verrez là, dans cette analyse-là. Les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées qu'on le pense. Hein, c'est sûr que à cause de leur parcours éliminatoire, on s'attend, les gens s'attendent à une victoire relativement facile des Seahawks. Les cotes sportives, les cotes de paris sportives en vue de ce match pointent vers la même direction. Mais vous allez le voir au cours de l'épisode que c'est sûr que les Seahawks, c'est toute une machine de guerre, mais il y a quelques éléments quand même où les Patriots sont dominants et pourraient aller chercher beaucoup de points de leur côté. Donc, ça va rendre le tout intéressant. N'hésitez pas, les gens, les auditeurs, tout au long de cet épisode-ci, pour y aller de questions par rapport à un sujet qui soit aura déjà été traité, dont il est question. Puis si c'est un sujet qui s'en vient un petit peu plus tard, je garderai votre question en note pour la ramener à ce moment-là. Mais n'hésitez pas d'y aller là, de questions ou de commentaires. On revient sur... on commence cette analyse-là par la présentation des équipes d'entraîneurs. On commence avec les Patriots, Michael. Entraîneur, un dénommé Mike Vrabel, première année avec les Pats. Il a gagné quand même 3 fois le Super Bowl en tant que secondaire de l'équipe là, lors de la dynastie des Patriots dans les années 2000. Il aura complètement changé la dynamique et la chimie de la formation. Là. Absolument, puis c'est fou ce que ça peut faire un changement d'entraîneur. Tu sais, il y a souvent, peu importe le sport, des équipes qui tombent dans certaines phases de reconstruction qu'on appelle, mais il faut vraiment que tu aies le bon capitaine de bateau dans ton organisation pour faire fructifier, pour développer tes jeunes. Mike Vrabel, si on peut faire comme un parallèle, sûrement beaucoup de nos auditeurs regardent le hockey, mais j'ai mis un parallèle que j'ai entendu avec Martin Saint-Louis et le Canadien. Donc, le Canadien est en reconstruction. Martin Saint-Louis, c'est comme un coach-player. C'est un ancien joueur qui comprend
les défis que les joueurs peuvent vivre, mais en même temps, il impose ses limites. Puis j'ai l'impression que Mike Vrabel, c'est un petit peu le même principe. Tu sais, Vrabel a quand même fait des miracles avec les Titans lorsqu'il était l'entraîneur-chef, avec Ryan Tannehill, si je ne me trompe pas, comme corps arrière. Il est quand même allé à un match pour le titre de l'américaine, avec certaines équipes, on va dire, moyennes. Donc, vraiment, je trouve que c'est un excellent entraîneur-chef. Là. Puis il revient à la maison. Pour amener une question d'un de nos auditeurs, puis pour faire un petit parallèle à l'ancienne dynastie des Patriotes, Vincent demande ici si les Patriotes ont eu une saison chanceuse ou si c'est une formule qui peut durer, une formule gagnante qui peut durer, mais je pense que c'est un petit peu des deux. Hein? Loin de moi l'idée de comparer Mike Vrabel et Drake May à Bill Belichick et Tom Brady, mais tant qu'on a ces deux gars-là en place, à moins d'une catastrophe, je ne pense pas qu'on ait une saison perdante là, du côté des Patriotes. Donc, est-ce qu'on va terminer toujours à 14-3? Probablement pas. On a eu un calendrier favorable, mais on a quand même disons, notre colonne vertébrale est assez solide pour qu'on soit toujours premier, deuxième de notre division, et évidemment à moins de blessures, mais pendant de nombreuses années. On a aussi une équipe de coordonnateurs assez chevronnés du côté des Patriotes, Michael. Josh McDaniels, beaucoup de succès à l'époque Tom Brady, alors qu'il était QB et que Belichick était entraîneur. Pas beaucoup de succès en tant qu'entraîneur, on va se le dire, McDaniels. Non. Un excellent coordonnateur. Et une belle histoire, celle de Terrell Williams, le coordonnateur défensif. Oui. Il était absent une bonne partie de l'année à cause d'un cancer. Sera de retour pour lui pour le Super Bowl. Il avait travaillé avec Mike Vrabel à l'époque des Titans. Donc, on a une bonne équipe d'entraîneurs en place là, pour seconder Vrabel aussi. Là. Oui, absolument. Puis celui qui a remplacé Terrell Williams pendant qu'il était avec ses traitements de cancer, c'est le coach des linebackers, Zach Kerr, qui l'a remplacé. Puis lui aussi a travaillé avec Vrabel au Tennessee. Donc vraiment, Mike Vrabel est arrivé avec les Patriotes, avec son équipe, avec qui il était à l'aise, avec son monde. Puis écoute, force est d'admettre que c'est pas un country club puis amener ses amis pour le fun. Là. C'est des gars qui savent comment coacher puis comment performer. Puis la défense des Pats, cette année, elle était dans les tops de la ligue, ce qui a fait en sorte que, si tu reviens à la question de Vincent Bergeron tantôt, est-ce que c'est une formule qui peut durer? Honnêtement, pour moi, tant qu'une équipe a une excellente défensive, oui, peut-être offensivement, on peut avoir des troubles, mais des revirements puis des matchs serrés, je trouve que c'est la clé du succès. Puis l'équipe de coach qui est en place, niveau défensif, c'est très bon. Puis Josh McDaniel, on sait, il y a un historique avec les Pats. Niveau offensif, c'est un excellent mentor pour le jeune Drake May. Là. Thierry, du côté des Seahawks, un entraîneur un petit peu plus méconnu, là, on apprend à le découvrir. On parle ici de Mike McDonald, il dispute sa deuxième saison avec l'équipe. Il était auparavant coordonnateur défensif des Ravens. Il est secondé par le coordonnateur offensif Clint Kubiak. De son côté, c'est très intéressant. Il n'y a rien de confirmé, mais serait le prochain entraîneur-chef des Raiders. Là, tout indique que ce sera lui. De son côté, on est à sa première année avec Seattle avant d'avoir eu le même poste avec les Saints. Coordonnateur défensif Aiden Dirty, deuxième saison avec l'équipe, était avec les Cowboys avant. Donc, une équipe d'entraîneurs beaucoup moins connue que celle des Patriotes, mais on est en train de se bâtir une solide réputation. La preuve, notre coordonnateur offensif, après une seule saison, s'en va entraîneur-chef ailleurs. Ah oui, comme tu l'as dit, on le connaît un petit peu moins parce que c'est seulement sa deuxième saison à la barre de l'équipe, là, Mike McDonald, mais comme tu l'as dit, c'est un ancien coordonnateur défensif, puis la défensive en ce moment des Seahawks, elle est vraiment bonne. Donc ça, c'est exactement ça que tu veux. Quand tu amènes un coordonnateur, tu veux qu'il amène sa spécialité avec lui. Donc lui, c'était une spécialité défensive. Il arrive à Seattle, 2 ans plus tard, il a une des meilleures défensives du circuit. Ensuite, tu parles de Clint Kubiak. Moi, je suis convaincu qu'il va avoir un poste d'entraîneur-chef. Ça dit, il y a des rumeurs. Il ne signera pas avant d'avoir fini le Super Bowl. Là. C'est toujours ça. Là. Il va attendre peut-être une journée après. Des fois, ça se fait vraiment rapidement, mais oui, je suis convaincu que Clint Kubiak va avoir un poste d'entraîneur-chef. Là. On va se lancer dans le vif du sujet. Hein? Là, c'est sûr, les entraîneurs ont un gros impact sur les matchs, mais c'est vraiment les confrontations directes, attaque, offense, qui vont se matérialiser lors de ce match. Débutons avec l'attaque des Seahawks qui a terminé 3e pour les points marqués contre la défensive des Patriots, 4e les points accordés. Là, on a une question ici de Vincent Turcotte qui se demande si Sam Darnold nous a convaincus
qui pouvait faire ce qu'il faut pour gagner un match ultime? Je pense que tu vas avoir la réponse un petit peu dans les prochaines minutes. Parce qu'on va commencer à parler de l'attaque aérienne des Seahawks, qui est 8e, contre la défensive, contre le jeu aérien des Patriots, qui est 9e. Parfois, cette saison, Darnold a apparu comme un MVP. La semaine passée, 3 touchés, 0 interception, passing rate de 127,8. Par contre des bonnes défenses, ça a été beaucoup plus difficile. On peut penser à des matchs cette année contre Houston et Minnesota où il a eu un rate de 73,7 et de 67,5. Donc, on ne sait pas trop quel Sam Darnold on va avoir dimanche prochain. Oui, effectivement, là, c'est une bonne question. Moi, je crois qu'il nous a quand même prouvé qu'il est capable de livrer la marchandise. Oui, la défensive des Rams la semaine passée, il y a 2 semaines, était un peu moins forte, mais ils ont vraiment tout. La défensive des Rams a tout mis sur le bras de Sam Darnold. Ils ont arrêté Kenneth Walker à seulement 62 verges au sol. Donc, ils ont tout fait pour que ce soit Sam Darnold qui fasse la différence. Puis il l'a fait, la différence. Tu l'as dit, il a lancé pour 346 verges. Donc, puis c'est dans un moment crucial, je veux dire, dans un match serré en finale d'association. Moi, je pense, j'avais beaucoup de doutes sur Sam Darnold, mais avec cette performance-là, même si c'est une défense un peu moins solide que certaines défensives qu'il a affrontées cette année, moi, je trouve qu'il a gagné mon respect là, avec ce match-là, puis justement de se rendre au Super Bowl. Donc, moi, je suis très confiant en Sam Darnold pour ce match-là. Il est extrêmement bien entouré. On peut penser à son receveur étoile, Jackson Smith-Njigba. Là, plusieurs se demandaient des statistiques extraordinaires en saison régulière. Est-ce qu'il va être capable de traduire ça, de transposer ça en éliminatoire? Il l'a fait les 2 semaines contre les Rams, 153 verges et 1 touché. On a Cooper Kupp qui a eu 9 passes captées et 1 touché en 2 matchs. Rashid Shaheed peut être une option, quoique plus rarissime, mais quand même dans les longues passes. Finalement, c'est juste l'ailier rapproché AJ Barner qui devra se mettre en marche. Lui qui a récolté plus de 500 verges durant la saison, seulement 2 passes captées et 13 verges en 2 matchs. Kenneth Walker aussi, le porteur de ballon, est une option. Mais ce n'est pas les armes de qualité qui manquent pour Sam Darnold. Ah, et puis moi, ma question, c'est est-ce qu'on va être capable de trouver un plan de match contre Jackson Smith-Njigba? Ça a été ça toute la saison. Ça a été le meilleur receveur toute la saison. C'était le plan de match. Faut arrêter Jackson Smith-Njigba. On n'a pas été capable. Personne n'a été capable cette saison de l'arrêter. La semaine dernière, 10 réceptions, 153 verges, 1 touché. Écoute, il a été phénoménal. Il va falloir qu'ils trouvent une solution pour l'arrêter, mais je ne vois pas comment ils vont faire. Il n'y a personne qui a été capable. Là, après ça, tu l'as dit, s'ils sont capables, après ça, il y a Rashid Shaheed qui peut lever son jeu d'un cran, Cooper Kupp. C'est un très bon trio de receveurs qu'on a là, du côté de Seattle. Le seul élément où on est moins efficace du côté de l'attaque l'attaque aérienne des Seahawks, c'est en 3e essai où on est carrément mauvais. Seulement 39,8% de réussite, bon pour le 16e rang de la NFL. Et lorsqu'on est dans une situation de 3e essai et plus de 7 verges, on a 16,8% de réussite, bon pour le 31e rang de la NFL. À l'inverse, la défensive des Patriots est première dans la ligue dans des situations où l'adversaire est en 3e et plus de 7. C'est pas compliqué pour la défensive des Pats. On doit les amener à 3e et long. Est-ce que tu penses, Miguel, qu'on a les éléments du côté de la défensive des Pats pour arrêter le jeu aérien? Écoute, ça va être extrêmement difficile. Personnellement, moi, JSN, Smith-Njigba, je l'ai vraiment découvert cette année. Puis, écoute, c'est un des joueurs que je trouve le plus spectaculaire. Avec, j'oublie son nom, le running back des Falcons. Bijan Robinson. Bijan Robinson. Il est tellement, puis Tom Brady en a parlé il y a 2 semaines, c'est comme une couleuvre, Smith-Njigba, puis c'est jamais de quel bord il va tourner. Ses épaules sont toujours parallèles au sol. Des fois, les receveurs ils vont se commettre à gauche, à droite. Lui, il court, il peut faire une feinte à droite, puis le cornerback n'a aucune idée où est-ce qu'il s'en va. Il se retrouve libre comme l'air souvent, puis tu te dis, ben voyons, c'est le receveur de l'année, puis il n'y a personne à 5 verges de lui. Ben, c'est parce qu'il vraiment, c'est comme un génie. Il est capable de trouver les entrezones. Donc, la clé pour moi, ils n'auront pas le choix de le doubler. Donc, moi, écoute, je ne suis pas coach de la NFL, mais Christian Gonzalez, qui est vraiment un des meilleurs chez les Patriots en défense, va devoir le suivre. Il va falloir qu'il soit dans ses shorts toute la game. Lui, je le colle sur Smith-Njigba et je lui mets de l'aide avec un safety en arrière
Je mettrais peut-être Jalen Hawkins qui va pouvoir le supporter pour éviter les jeux, les trop longs jeux là, contre lui. Si C'est c'est sûr le cas, qu'après ça, on s'ouvre pour Cooper Kupp. On en a on parlé verra après tantôt. ça, mais si c'est la stratégie adoptée, je pense qu'on peut pratiquement garantir que Smith et Njigba vont une soirée difficile parce que tu parles que on découvre JSN, mais plusieurs découvrent aussi l'excellence de Christian Gonzalez, seulement 23 ans. Quelques statistiques pour vous là, par rapport au demi de coin des Patriots cette année. Gonzalez a été attaqué saison et éliminatoire inclus 62 fois dans la zone payante. Il a été ciblé. Il a accordé 0 touché. Là. En série, si un corps arrière avait spiké le ballon à chaque jeu, il aurait terminé avec un passing rate de 39,6. Lorsqu'un corps arrière lance son ballon à un receveur couvert par Gonzalez, c'est un passing rate de 39. Donc, ce gars-là ne laisse absolument rien passer. Puis, Dominant. ça va être intéressant de parler de l'autre demi de coin qui est de l'autre côté, Carlton Davis, qui, de son côté, c'est un passing rate alloué de 20,5. 2 interceptions, 4 passes rabattues. Il a été excellent de son côté aussi. Marcus Jones pour terminer le travail. On a une solide tertiaire quand même chez les Patriots. Absolument. Puis tu l'as dit, si Davis est en mesure de faire le travail contre Cooper Kupp, on a parlé de Rashid Shaheed, mais c'est surtout les jeux explosifs où on parle souvent de Shaheed pour les retours de beauté. Mais après ça, on a AJ Barner comme l'ailier rapproché, mais vraiment le gars qu'il faut surveiller, qu'il faut absolument éteindre, selon moi, pour avoir du succès chez les Patriots, c'est JSN. Si lui, on le neutralise, on force Darnold à aller à sa 2e lecture, à sa 3e lecture. Puis on va en parler tantôt lorsqu'on va parler de la pression des Patriots. Mais Sam Darnold, lorsqu'il finit par être blitzé ou avoir de la pression, son taux de réussite chute de façon légendaire. Donc, si on est capable d'éliminer sa première lecture, il y a de la pression qui arrive, il prend du temps pour aller à son 2e, à son 3e receveur. Moi, je pense qu'il va falloir passer par là. Un élément à surveiller du côté de la défensive des Patriots, le secondaire Robert Spillane, qui est excellent en couverture de passe et un statut incertain pour le match, une blessure à la cheville. On l'a vu se blesser au dernier match contre les Broncos. On a un Christian Ellis aussi qui fait le travail, mais si Spillane devait s'absenter, ça serait une grosse perte. Du côté du jeu au sol des Seahawks série, on est 10e dans la NFL. On est contre la défensive, contre la course des Patriots qui est 6e. Kenneth Walker, de son côté, a été habitué à séparer le travail cette saison-là, 1027 verges au sol. Son compatriote Zach Charbonnet en a accumulé 730. Par contre, Charbonnet s'est blessé lors de ce parcours éliminatoire. Donc, Walker aura toute l'attention sur lui là, dimanche prochain. Ouais, je pense qu'il est prêt pour ça parce que c'est vraiment un excellent porteur de ballon, Kenneth Walker. C'est juste qu'il est toujours blessé, mais là, il ne l'est pas. Donc, très explosif. C'est le dernier match de la saison. Fait on peut lui donner le ballon comme on veut. Là, puis lui aussi, il va être prêt à ça. Puis quand on y met le ballon, on voit qu'il est explosif, il est rapide. Le dernier match contre les Rams, il a débordé le coin. Il a complètement battu c'est Young là, de l'autre côté. Ça a été un petit peu moins facile quand même contre les Rams par rapport à la semaine d'avant, sans Charbonnet, mais là, on va avoir eu le temps de se préparer. Oui, puis j'espère que les statistiques de la semaine passée ne vont pas affecter le plan de match. Mettons que si on fait 2-3 courses avec Kenneth Walker puis que ça ne marche pas très bien, j'espère qu'on ne va pas arrêter complètement puis de dire bon, on va y aller par la passe, de rester équilibré, en tout cas, de suivre l'allure de la rencontre, puis si le match est serré, de continuer, même si ça peut être difficile, pour ne pas tout de suite tomber dans Sam Darnold puis qu'il lance 50 passes dans sa soirée. Là. Un élément qui ne sera un joueur qui ne sera clairement pas un facteur dans ce match. Je crois qu'on peut toujours être surpris, mais Sam Darnold ne court pas. 95 verges durant toute la saison, 9 verges en 2 matchs éliminatoires. Donc, des petites débordades de Sam Darnold, surtout, on le sait, qui est amoché, qui ne l'est pas rendu au Super Bowl, mais Sam Darnold pourrait l'être particulièrement. Je pense que ça ne vaudra peut-être pas la peine de positionner un espion sur Sam Darnold pour limiter son impact par la course du côté de la défensive des Patriots. Et cette défensive-là, contre le jeu au sol, il est dominant, Michael. On a 2 bonhommes, deux bêtes en Christian Barmore et Milton Williams. Faut le mentionner, là, Williams, la semaine passée,
Il a mis 8 pressions sur le corps arrière. Là, ça a été les meilleures statistiques de la semaine dans la NFL. L'année dernière, il a gagné le Super Bowl avec les Eagles. Il avait d'ailleurs réussi 4 plaqués, un échappé recouvert, 2 sacs. C'est une bête que les gens ont. On a sous-estimé cette signature-là. Là. Moi, je me souviens, lors de la journée des agents libres, avoir vu un analyste mettre une note très peu favorable sur cette signature. Finalement, il est en train de prouver, prouver à tout le monde que les Patriots ont bien fait de l'amener au bercail. Ben absolument. Puis, tu sais, il est dans fleur de l'âge, 26 ans. Donc, oui, écoute, on a sorti le chéquier, mais en même temps, là, tu l'as dit, c'est une bête. Puis, on va en avoir besoin contre Kenneth Walker. Thierry l'a bien dit. Super dynamique. Ça prend des gars comme ça. Que ça prend au Super Bowl pour gagner le dernier match. Ça prend si on veut, des star players, là, ceux qui vont faire basculer le match d'un bord ou de l'autre. On en parlait avant d'entrer en ondes, tu sais, la bataille des revirements. C'est le genre de gars qui va arriver pour plaquer le porteur de ballon, puncher le ballon, tu sais, un fumble recouvert. Donc, vraiment excellente acquisition. Parenthèse, je l'aimais beaucoup, moi, à Philadelphie, Milton Williams. Oui, ben, j'imagine. On a des... Tonga aussi qui est excellent contre la course. Là, donc, on a une bonne unité. Puis, dans les 3 derniers matchs contre les Chargers, c'est 87 verges au sol, aucun touché. Texans, 48 verges au sol, aucun touché. Broncos, la semaine passée, 79 verges, aucun touché au sol. Donc, parcours éliminatoire parfait pour la défensive contre le sol. On a des demi de coin défense, des demi-défensifs, pardon. Des secondaires extérieurs aussi, defensive end, le terme que je cherchais, en Clavon Chasen, Harold Landry, Anthony Jennings, qui sont très efficaces aussi contre la course, des gros bonhommes athlétiques. On est allé chercher des joueurs, surtout au niveau de la défense, là, un petit peu partout, du côté des Patriots. Mike Vrabel a assemblé ça de main de maître. On va parler d'un élément très, très important. La ligne offensive des Seahawks contre la pression sur le corps arrière des Patriots. On sait que ça peut faire basculer un match complètement. Un corps arrière qui n'est pas capable de s'installer dans sa pochette, un corps arrière qui se fait frapper, qui n'a pas le temps d'y aller de ses lectures. Ça change tout, surtout pour les corps arrière non mobiles. Alors, on va voir ici si ça pourrait être un enjeu dans ce match. La ligne offensive de Seattle est terminée 5e cette saison avec seulement 27 sacs alloués. On en a toutefois concédé 5 en 2 matchs éliminatoires. On a une recrue au sein de notre ligne offensive. Thierry, là, ça a été notre premier choix 2025. Gray's Able a eu un bel impact cette année. C'était un petit peu plus difficile en série. Oui, moi, ce que j'ai remarqué, là, j'ai réécouté aussi le match. J'ai écouté le match, j'ai réécouté les reprises vidéo là, du match au complet. Ce que j'ai remarqué, c'est que la ligne à l'attaque, elle a vraiment bien joué contre les Rams, à l'exception de quelques jeux près. Mais ces quelques jeux-là, c'était des situations, comme tu en parlais tantôt, des troisièmes et longs. C'était des situations qu'on a blitzé, on a vraiment tout envoyé le monde, puis on n'a pas été capable de trouver la solution. On a attribué justement 3 sacs, puis 7 plaqués de carrière, les QB hits qu'on appelle en anglais. Donc, ça va être de trouver une façon de bloquer ces blitz-là, là, justement en troisième et long, là, que ça soit. Tu en as parlé tantôt que nos alliés rapprochés des Seahawks sont pas vraiment impliqués dans le jeu aérien. Là. Moi, j'aimerais ça voir des alliés rapprochés venir aider la ligne à l'attaque. Kenneth Walker aussi, donner de l'aide. On en a des bons receveurs, on en a 3. On n'est pas obligé d'en mettre 5 ou 6 là, dans un tracé de passe. Là. On peut en mettre un peu moins, mais de se concentrer à ce que ces blitz-là n'aillent pas frapper Darnold. Parce que si ça se met à frapper Darnold tôt pendant la rencontre, Michael en a parlé tantôt, là, ça se peut que sa confiance baisse, qu'il vienne un peu à paniquer. Là. Donc, il faut vraiment trouver des solutions pour que ces jeux-là, on les arrête. Je me rappelle un jeu de Brandon Fisk qui a passé en plein centre. Là. Il est allé saquer Darnold à toute vitesse. Là. Ça a fait ses fort. Il s'est relevé comme si rien n'était, mais il ne faut pas que ça arrive trop là, pendant le match. Là. C'est même trop arrivé pendant le dernier match. Là, il faut corriger ça. Il faut trouver des solutions pour contrer ces blitz-là. On a une bête au sein de la ligne offensive des Seahawks en Charles Cross, qui est le meneur de cette ligne-là. Par contre, aussi efficace qu'on peut être pour ne pas donner de sac, la ligne des Seahawks, on est une qui alloue le plus de pression et laisse le moins de temps à son corps arrière pour décocher une passe. Donc, c'est en moyenne 2,78 secondes que Darnold dispose avant d'y aller d'une passe, avant de recevoir une pression ou même d'être saqué.
Donc, une chance que Darnold décoche vite. Et là, si les demi de coin sont extrêmement efficaces en couverture, ben c'est là que le 2,78 secondes est dépassé et que là, on est dans une situation où on peut perdre nos repères et être frappé, être dérangé. Donc, ça va vraiment se jouer là. Si Sam Darnold est capable de décocher rapidement ses passes, les Seahawks risquent d'avoir beaucoup de succès. L'une des situations de santé qu'on surveille le plus du côté des Patriotes, c'est celle de l'état de Harold Landry. Ça a été le meneur pour les Sacs cette année. Il a manqué le dernier match en raison d'une blessure. Là, il est incertain à cause d'une blessure au genou. Meneur avec 8,5 sacs. Son absence ferait vraiment une grosse différence. Là. Ben oui, certainement, parce qu'on a Chason, pas trop comment le prononcer. Chason qui va y aller. Puis je pense que 7 sacs et demi cette saison. Puis après ça, on a Milton Williams qui est en mesure de rajouter de la pression et d'aller saquer. Mais c'est sûr que si tu as un monstre à deux têtes, ben, tu peux blitzer ou sans nécessairement blitzer, une pression à 3, puis lui arrive un petit peu en retard. S'il est tout seul, Chason, ben, ça va être plus difficile. Les gars, le running back, le demi-offensif, il peut s'ajouter en protection, protéger Darnold pour que lui prenne son temps pour justement trouver son JSN ou son Cooper Cup. Par contre, là, si on a les deux en santé, ça change complètement la donne. Là. Donc, ça serait vraiment un gros plus si on est en mesure de l'avoir. Mais si Landry ne peut pas s'habiller pour le match, moi, j'aimerais vraiment ça que Vrabel mette quand même énormément de pression. Le premier va commencer pression à 4, mais il va ajouter justement des joueurs en surprise pour blitzer Sam Darnold. Parce que là, suivez-moi là, avec les chiffres, là, attachez votre truc. Sam Darnold, lorsqu'il est blitzé, genre, la moyenne de la NFL, c'est blitzé 25% du temps. Lorsque les équipes le blitzent pour plus de 25% du temps, Darnold a un taux d'efficacité de 60%, 5 touchés, 4 interceptions. Par contre, contre les équipes qui le blitzent pas beaucoup, donc en dessous de 25%, Darnold tombe à 71% de succès, 4 touchés, donc aucune interception dans ces situations-là. Donc vraiment, la clé, c'est de doubler JSN, pression sur Darnold. Puis après ça, moi, je pense qu'on pourrait avoir un match un petit peu plus serré qu'on le pense. On voit là justement cette tendance, Michael vient de bien le résumer. Donc, la clé du succès pour les Patriotes est pas mal là. On se transpose de l'autre côté du ballon, les gars. L'attaque des Patriotes, deuxième pour les points marqués cette année contre la défense des Seahawks, première. Donc, je pense, en anglais, on dit « It doesn't get any better than that ». Ben, c'est le cas. Puis autant des deux côtés du ballon, là, on a des formations élites. Là. Je pense que les gens sous-estiment un peu les Patriotes à cause de leur calendrier, mais on a vraiment deux équipes élites. Là. Au début du parcours éliminatoire, plusieurs mettaient les Patriotes en série. Donc, c'est pas en finale, ce n'est pas une surprise de les voir là. Oui, en début de saison, les Patriotes, c'est sûr que les placer au Super Bowl, ça aurait été une surprise, mais c'est la même chose pour les Seahawks. On a une excellente question dans les commentaires de notre ami Vincent Bergeron. On y répondra un petit peu plus tard parce que ça risque de bien résumer, mettre en lumière là, le portrait là, des deux équipes. Donc, les Patriotes ont marqué 18 points en moyenne par match en éliminatoire. C'est la plus faible moyenne pour une équipe qui se rend au Super Bowl, Michael, depuis les Rams en 1979. Il faut toutefois prendre en compte là, les conditions climatiques. On commence à parler de l'attaque aérienne des Patriotes, qui est 4e, contre la défensive, contre la passe des Seahawks, qui est 10e. Donc, on voit ici, là, s'il y a un mismatch, ça pourrait être de ce côté-là. Drake May va être à son poste, ça a été confirmé en début de semaine. Il était incommodé par une blessure à l'épaule. Il va bien. Cette saison, ça a été pour le carrière de deuxième année, un passing rate de 113,5. Ça a été plus difficile, Michael, en éliminatoire avec un passing rate de 82,3. Oui, donc c'est sûr que tu l'as mentionné, les conditions météorologiques. On se rappelle là, le match contre Denver. Plusieurs disaient « Oh my God, on aurait dit un match de la NCAA, puis après ça, on a eu droit à notre Super Bowl, les Seahawks contre les Rams. » Écoute, j'étais un petit peu d'accord, c'était un match plus défensif. C'est sûr que le jeu aérien, c'était difficile. Il y avait un blizzard là, à Denver. Par contre, seul bémol, oui, gros fan des Patriotes, mais Drake May, dernièrement, je le trouve particulièrement ordinaire.
il prend des décisions qui, pour moi, ça m'a surpris parce que cette saison, je trouvais que Drake May était justement Un gars calme. il gérait bien le match. Okay? Un gars calme, le jeu n'est pas là, il se débarrassait du ballon. Dernièrement, on dirait que, il est jeune quand même, là, mais il essayait de forcer des jeux. La pression s'amenait, il étirait le jeu. Finalement, il finissait par se faire saquer Voyait mal la 15-20 verges. pression arriver aussi. Ben, exact. Puis, est-ce que c'est le stress? Est-ce que, on parlait de son épaule, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est un succès des défensives? Il a quand même affronté dans son parcours éliminatoire des défenses top 5 à chaque fois, là. Donc, c'est normal, ça a été difficile, mais je trouve que sa prise de décision était un petit peu plus déficiente dernièrement, puis il va falloir qu'il step up là, au plus gros match de sa carrière. On parlait des cibles des Seahawks pour Sam Darnold. Celles de Drake May ne sont peut-être pas aussi sexy, mais on a quand même des receveurs de qualité. Hein? Stephen Diggs, le vétéran, première participation au Super Bowl, il va avoir faim, là, on le sait. Et c'est un gars qui est capable de découper l'entrezone. Keyshawn Boutte est une grosse menace sur les longs jeux, extrêmement efficace, l'un des plus productifs sur les longs jeux de la NFL. De Mario Douglas, c'est comme un couteau suisse. On va avoir besoin d'un Hunter Henry plus utilisé. Hein. Son impact est très, très mitigé dans les 3 matchs éliminatoires. Donc, quand même, des gars qui peuvent faire la différence là, pour Drake May. Absolument. Puis, il va falloir y aller de façon méthodique. Il va falloir y aller avec des courtes passes, progresser dans le terrain, garder le ballon. Parce que c'est sûr que si Drake May et les Patriots, dans le dernier match, on l'a vu, là, c'était souvent des 3e essais, puis on dégage. Il n'y a pas personne qui prend son rythme là-dedans. Puis là, c'est le plus gros match, c'est Super Bowl, c'est spécial. Puis là, s'il fait des 3e essais, dégage. 3e essai, dégage. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il est à froid. Donc, ça va être important, là, vraiment méthodique, courte passe. Puis Boutte, tu en as parlé, là, les jeux explosifs, les jeux longs. Vraiment, le jeu qui a fait la différence contre Denver, j'en reviens pas qu'il a attrapé ça du bout des doigts. Les gars avaient de la misère à attraper des passes de 3 verges. Lui, il est là, il voit pas le ballon, ralenti. C'était incroyable. Donc, écoute, je parlais, le succès des Pats va passer par la défensive si on neutralise JSN, mais ça va aussi passer par, tu l'as dit, le mismatch. Niveau offensif, il est là. Les Pats, 4e attaque aérienne contre la 10e défense contre la passe. Il va falloir être capable d'en profiter. Cette unité fera face à une tertiaire élite, Thierry. On a un des joueurs les plus dominants du circuit en Devin Witherspoon, qui est un des meilleurs à sa position. Il est bien secondé par Josh Jobe aussi. Surtout aussi, cette année a mis en lumière là, le travail du maraudeur Nick Emmanwori, choix de 2e ronde de l'équipe en 2025, qui a été une révélation. Donc, on a des joueurs qui vont rendre la vie difficile en couverture à Drake May. Ah oui, cette tertiaire-là, pour vrai, est vraiment bonne. Puis, il ne faut pas se fier aux statistiques du dernier match, parce que si on regarde les statistiques du dernier match, ils se sont fait découper par Matthew Stafford, mais on sentait qu'il jouait contre, justement, une des meilleures attaques aériennes du circuit. Matthew Stafford, receveur Puka Nacua, Devante Adams, Colby Parkinson. C'est vraiment toute une équipe aérienne, donc il ne faut pas se fier nécessairement aux statistiques du dernier match. Mais tu l'as dit, vraiment, c'est une tertiaire hors pair. Puis je sais que dans la préparation des Seahawks, ils ne vont pas se dire que justement les Patriots sont une moins bonne équipe aérienne, mais nous, en tant que personne qui analyse le match, on peut se le dire. Donc c'est sûr que ça ne sera pas la même confrontation, là, même si j'aime beaucoup Drake May, Keyshawn Boutte, mais c'est pas de la trame des Rams niveau aérien. Donc moi, je pense qu'on va revoir justement cette tertiaire-là dominante. Qu'on a moins vu un peu au dernier match. Mais tu l'as dit là, avec Witherspoon qui gère ça. Lui, tu peux très bien le mettre avec n'importe qui des Patriotes, puis il va probablement l'arrêter à lui tout seul. Là. Je pense qu'il est meilleur que tous les receveurs de l'autre côté du ballon. On a un secondaire qui est absolument monstrueux, là, qui est partout sur le terrain, Ernest Jones, un choix de 3e ronde en 2021 des Rams. Je parie que celui-là, l'équipe de Sean McVay aimerait bien le revoir. 5 interceptions, 126 plaqués défensifs. Par contre, le reste de leur secondaire en couverture, s'il y a une faiblesse, c'est bien là que ça se trouve.
On a des secondaires qui sont extrêmement physiques. Par contre, pas les plus rapides. Donc, un Stephen Diggs qui pourrait faire des ravages sur des petites passes là, au milieu du terrain. Donc, des play action qui sont quand même en mouvement où il y a de la rapidité d'impliquer. Ça pourrait être là le léger avantage du côté des Patriots. Deux petits points. Puis je pense qu'on va voir beaucoup de petites passes à Travion Henderson du côté des Patriots, là, justement, d'aller chercher la vitesse d'Henderson dans les périmètres contre justement jumelé contre les secondaires de ligne. Là. Je pense que ça, on risque de le voir. Tu as bien vu ça. On va présenter l'attaque des Patriots au sol, qui est la 6e dans la NFL contre cette défensive des Seahawks qui est 3e. Mais avant, on va y aller d'une prédiction un peu audacieuse là, de mon ancien coloc de Chicoutimi, Kevin Carbonneau, qui mentionne que les Patriots auront Travion Henderson comme MVP. Donc, on reconnaît le partisan des Patriots en Kevin. Par contre, c'est un élément qui est à surveiller. Travion Henderson, jusqu'à présent, ça n'a pas été un facteur du tout. Moyenne de 2,2 verges par course seulement. On a seulement fait 24 en 3 parties, comparativement à 180 durant la saison. Mais ça pourrait être une carte cachée. On risque d'y aller majoritairement, Michael, avec Rhamondre Stevenson. De son côté, c'est une moyenne de 4,1 verges. Comme ça vient d'être dit par Thierry, les petites passes dans le flanc pour attraper des ballons, Travion Henderson est un petit peu plus explosif que Stevenson. Il pourrait être un élément déterminant qu'on a peu utilisé jusqu'à présent. Est-ce que c'est une carte que se gardait Mike Vrabel ou il ne lui fait pas tout à fait confiance pour être le gars à qui il met le ballon dans les mains répétition après répétition? Ouais, c'est dur. Je voulais juste ajouter 2 petits points sur l'attaque aérienne. Le premier, c'était justement Anderson qu'on en parle. Il est comme méconnaissable là, dans les séries. On ne le voit pas du tout. Puis quand on le voit, c'est vraiment des courts gains. Fait que lui, c'est une situation clairement frustrante pour lui. Puis on l'a vu là, Mané, dans la saison, Vrabel, il ne faisait pas beaucoup jouer. Puis plus il donnait le ballon, plus il y a eu des jeux explosifs. Puis là, vraiment, il a pris son envol au courant de la saison. Sauf que là, dans les séries, ça ne fonctionne pas. Moi, je souhaite le voir. Honnêtement, il apporte énormément de vitesse. Ça peut garder la défensive des Seahawks sur les talons. Donc, moi, je pense qu'il va falloir l'utiliser. Ouais. Puis, l'autre chose que je voulais dire, Mike Vrabel, ça peut tomber dans les impondérables, mais attaque aérienne. Mike Vrabel était un linebacker. Okay? Dans sa carrière, il a réussi 10 touchés par la passe. Donc, 10 passes captées, 10 touchés. Fait que soyez pas surpris, Mané, si dans le match, parce que des fois, il aligne le gros Khyiris Tonga comme fullback pour pousser le demi-offensif. Je ne serais pas surpris à la porte des deux. Ouais, un petit jeu truqué, un big man touchdown, Khyiris Tonga. C'est peut-être dans sa petite poche en arrière. Donc, pour revenir sur le jeu au sol, le gros marteau, c'est Rhamondre Stevenson. Ouais. Quand même eu du succès là, au sol récemment, 70 verges contre Houston. Mais on a un monstre à 2 têtes, sauf que récemment, le monstre, il a perdu sa 2e tête. Fait que ça serait le fun de la revoir au Super Bowl. Un élément qui favorise les Patriots par rapport aux Seahawks, c'est au niveau des courses du corps arrière. On l'a dit tout à l'heure, Sam Darnold ne devrait pas être un facteur. Mais Drake May, c'est l'inverse. Hein? Il a 2 matchs de plus de 60 verges depuis le début des playoffs. Court en moyenne pour 5,875 verges par course comparativement à 4,4 en saison. Donc, si justement il parvient à rester calme, s'il parvient à improviser certains jeux, sortir de sa pochette au lieu de juste ne pas voir la pression arriver et de s'écraser dans sa pochette, il parvient à forcer le jeu, comme on l'a vu à quelques séquences clés durant le début des éliminatoires, alors qu'on ne s'y attendait pas. Drake May a fait une belle poussée, puis ça a pas mal solidifié la victoire des siens lors des 3 matchs éliminatoires. Donc, s'il parvient à faire ça, ça pourrait faire toute la différence. Là. Mais oui, puis tu sais, il a été capable sur le plus gros jeu du match contre Denver, le jeu qui a cimenté la victoire. Ben Mike Vrabel a mis le ballon dans les jambes de Drake May. Donc, fin de remise au demi-offensif, course planifiée du corps arrière dans le flanc, premier jeu, on s'en va au Super Bowl. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser.
La seule chose, Drake May, il faut qu'il protège mieux le ballon. Beaucoup trop d'échappées, de fumbles. C'était vraiment comme... C'est problématique ces temps-ci. Oui, il faut qu'il court avec. Ça fait partie de son jeu. Faut pas qu'il soit intimidé par le moment. Il faut qu'il continue de le faire. Mais il faut qu'il protège le ballon. Du côté du dark side, Thierry, hein, le surnom de la défensive des Seahawks, on a des véritables monstres pour arrêter la course qui ne sont pas nécessairement les plus rapides, donc un petit peu plus vulnérables dans le flanc. On peut penser à des joueurs comme Leonard Williams, DeMarcus Lawrence, Byron Murphy, leur choix de première ronde en 2024, Jones, comme mentionné tout à l'heure, ou Uchenna Nwosu comme secondaire. Tous des joueurs qui plaquent extrêmement fort. Là. Oui, puis je suis quand même très étonné de l'apport de Marcus Lawrence puis de Leonard Williams. Les deux ont au-dessus de 30 ans. Puis ils jouent vraiment comme des gars qui sont dans la vingtaine. Là. Ils sont vraiment tout feu, tout flamme là, de cette saison. Puis tu sais, quand tu te rends au Super Bowl, tu as joué beaucoup de matchs. Tu as joué plus de matchs que tout le monde. Puis quand tu es justement au-dessus de 30 ans, ça devient difficile pour ces gars-là de garder le rythme. Cette saison-là est longue, puis ils ont vraiment gardé le rythme toute la saison, donc vraiment bon. Puis ça a l'air niaiseux, mais pour parler de la défense contre le sol, je veux parler des demi-défensifs. Les demi-défensifs des Seahawks qui sont très bons pour plaquer dans le champ ouvert. Là. Je pense à Devin Witherspoon, que justement dans le dernier match contre les Rams, qui a 6 plaqués. Donc ça, c'est des plaqués qui sont à champ ouvert quand le porteur de ballon déborde ou que c'est une passe dans le flanc. Donc, on a aussi Julian Love qui a 3 plaqués. Donc, on n'est pas juste bon au niveau de la ligne défensive et des secondaires de ligne. La tertiaire aussi est vraiment bonne contre le jeu au sol. Elle fait partie intégrante de cette dimension là, pour arrêter le jeu au sol. Puis c'est ça qui est difficile contre les Seahawks. C'est que tu ne peux pas juste dire une fois qu'on a passé le premier niveau, on est correct, ou passer le deuxième niveau, on est correct. Mais non, il faut vraiment que tu passes les 3 niveaux là, pour dire que tu es correct pour filer jusqu'à dans la zone début. Les 3 niveaux sont une menace là, contre ton jeu au sol. On se lance sur la dernière facette de l'attaque des Patriots contre la défensive des Seahawks. La ligne offensive des Pats contre la pression qui va venir de Seattle. Peut-être que du côté de la ligne offensive des Pats, on va voir cet affrontement-là comme un répit, comme des vacances, parce qu'on en a eu plein les bras dans les 3 dernières semaines. Drake May a été saqué 5 fois par match jusqu'à présent. Comme les semaines d'avant, la pression arrivait très, très vite, surtout du côté gauche, du côté de la recrue Will Campbell. Les Pats, c'est la première équipe de l'histoire à débuter 2 recrues sur la ligne offensive. Ben, peut-être finalement que ça commence à nous rattraper. Et un des éléments, un des entraîneurs, qui devra faire la différence, c'est le bon vieux Pat Maroney qui pourrait devoir sacrifier à l'occasion un receveur pour amener un Hooper, un Hunter Henry pour aider en protection parce que ça a été difficile durant tout le parcours. C'est extrêmement difficile. Moi, honnêtement, c'est une des confrontations qui favorise le plus, là, je te dirais, les Seahawks. Oui, on s'en est sorti. C'était le cas de tout le parcours. Hein. Pardon? C'était le cas de tout le parcours, puis on a affronté des meilleures défensives en pression. Il faut juste le mentionner. Non, exact. Oui, on s'en est sauvé avec la victoire, mais c'est pas parce qu'on a fait nécessairement un beau travail en protection. Tu l'as mentionné, 5 sacs à chaque match. Là-dedans, il y a eu des échappées de Drake May, perdu la possession, on a laissé des points au tableau. Écoute, il faut qu'il fasse un meilleur travail. Il n'y a pas d'autre façon de dire ça. Tu l'as mentionné, le 4e choix au total du dernier encamp au repêchage, Campbell, se fait souvent passer contre des marchands de vitesse. Plus ça va sûrement être contre Lawrence de l'autre côté. Moi, ça va lui prendre de l'aide. Tu l'as mentionné, un Hunter Henry ou à chaque fois le demi-offensif, que ce soit Henderson ou encore là, Stevenson, il va falloir qu'il soit alerte, qu'il regarde par où arrive la pression, puis qu'il lui donne un petit peu plus de temps à Drake May. Mais il faut qu'il fasse un meilleur travail. Williams, Murphy, Nwosu, 7 sacs chacun. Ouais. Encore une fois, ils vont en avoir plein les bras. Thierry, Michael vient de le dire, 3 joueurs de la ligne défensive, 3 joueurs qui sont excellents contre la course du côté des Seahawks, qui se rendent peut-être un petit peu moins au corps arrière.
On a quand même été 8e cette saison avec 47 sacs. Par contre, en éliminatoire, notre ratio de sacs par match est pratiquement 2 fois moins élevé que lors de la saison régulière. Donc, nos joueurs, on est excellents pour bloquer. Nos gros bonhommes, on est excellents pour bloquer la course. On peine à se rendre au carrière là, en 2 matchs éliminatoires. Ouais, effectivement, le dernier match, on a eu seulement 3 pressions là, sur le corps arrière. Donc, on a de la misère à se rendre. Moi, toutefois, ce que je veux voir, justement, on en a parlé là, avec le côté faible à gauche des Patriots. Justement, je veux voir en début de match beaucoup de blitz de ce côté-là, là, du côté des Seahawks. Je pense qu'on va blitzer à outrance de ce côté-là. Je pense qu'on a vu la faille. Je pense que toutes les autres équipes ont vu la faille. Je pense que tout le monde, peu importe qui serait au Super Bowl en ce moment, je pense que ça serait le plan de match d'aller justement blitzer de ce côté-là, d'utiliser cette faille-là. Puis en plus, c'est le côté aveugle de Drake May. Donc, c'est vraiment une place que tu veux aller le déranger. Tu veux créer un petit stress puis qu'il soit toujours en train de se sauver dès qu'il y a une petite pression là, qui finisse par se sauver. Donc, c'est vraiment là que j'appliquerais de la pression. Ce que j'aimerais voir aussi, c'est par rapport justement à Drake May, il court vraiment bien en éliminatoire, là, sérieusement. Michael l'a dit là, que c'est coup-ci, coup-ça au niveau des passes, mais au niveau du jeu au sol, là, il apporte vraiment beaucoup aux Patriots au jeu au sol. Il court tout le temps à des bons moments, il fait des gros jeux avec ses jambes. Puis justement, le dernier jeu là, qu'ils ont amené au Super Bowl, là, la dérobade vers la gauche, on a un joueur des Broncos qui n'a pas fait son contain. Je ne sais pas comment le dire en français. Je ne sais pas si. Son angle de poursuite n'était pas très bonne. Il n'a pas contenu le jeu. Je veux dire, il n'a pas contenu le jeu. Puis ça a permis à Drake May de dérober vers l'extérieur. Donc, ça, il ne faut vraiment pas que ça arrive. Il faut être intelligent dans nos pressions. Même si des fois, le joueur de ligne te laisse l'intérieur, il faut quand même penser que c'est Drake May qui on joue de l'autre côté puis qu'il est vraiment plus athlétique qu'on pourrait le penser. Là, on pense à des Lamar Jackson, des joueurs comme ça, mais Drake May, il est vraiment bon avec ses jambes. Ça, il faut vraiment être intelligent et être prudent avec nos pressions. Un excellent point dans lequel il n'avait pas été abordé encore. Il va falloir que les deux équipes continuent sur leur lancée de ne pas être indisciplinées. Hein, ces deux équipes sont très peu punies durant la saison, comme le note Vincent, c'est très, très vrai. Donc, s'il y en a une des deux qui devait prendre quelques mauvaises habitudes dans le match, ça pourrait faire basculer les choses. 2 questions, les gars, de nos auditeurs. Si je peux me permettre sur les pénalités, là, il y a Rick Woolen là, des Seahawks qui a bien plein de mauvaises. Il a écouté le match à son équipe là, avec une pénalité pour avoir nargué. Là, donc ça, très bonne. On va terminer cette analyse des attaques et des défenses par 2 très bonnes questions. Encore une fois, Vincent nous demande si une des 2 équipes tire de l'arrière à la mi-temps, laquelle serait la plus propice de revenir vers l'arrière en deuxième mi-temps? Puis, je vais la combiner à une autre question là, de Philippe Côté qui demande laquelle des 2 équipes vous semble la plus capable de s'ajouter si le plan A ne fonctionne pas. Donc, on va dire que le plan A, c'est de prendre les devants à la mi-temps. Selon vous, les gars, qui est mieux outillé pour faire face à ça puis peut-être braver là, les intempéries? Thierry, pour commencer. Moi, je pense que l'équipe qui est le mieux placée pour revenir de l'arrière, c'est les Seahawks par rapport à leur jeu aérien. C'est sûr que quand tu tires de l'arrière, il faut que je ne sais pas combien de tirer de l'arrière. Là, si tu tires de l'arrière par 7 points, c'est pas tant que ça. Là. Mais si tu tires de l'arrière par, mettons, 2 possessions et plus, là, ça va te prendre du jeu aérien. Puis, je pense que les Seahawks ont un meilleur jeu aérien pour ça. Donc, moi, j'irais pour les Seahawks. As-tu une réponse différente, Michael? Malheureusement, non. Pour les mêmes raisons, jeu aérien, c'est tu gagnes du temps avec la passe, puis le jeu aérien des Seahawks, c'est supérieur. On souhaitera alors aux Patriots de prendre les devants dans ce match. On continue, les gars, avec l'analyse rapidement là, des unités spéciales. On sait que ça peut avoir un gros impact dans le match et ça a failli être le cas là, pour les 2. Ça a été le cas dans les 2 équipes là, depuis quelques semaines. Du côté de Seattle, Rashid Shaheed, qui était extrêmement explosif, 2 touchés depuis qu'il était un membre des Seahawks. Notre botteur, Jason Myers, qui est parfait à date en série, 85% de placements réussis en saison. Du côté des Pats, notre botteur, Andy Borrailes, 1 placement réussi en 3 contre les Broncos.
Par contre, il y en avait un d'une soixantaine de verges et l'autre, les conditions étaient très, très difficiles. Il aurait dû l'avoir, mais quand même, là, le vent était vraiment omniprésent. Il était parfait dans les deux matchs. Michael, pour commencer, un point sur les unités spéciales dans ce match. Écoute, rapidement, on peut se perdre facilement dans les chiffres lorsqu'il est temps de parler des unités spéciales. On parle de Borregales, il est 25e avec 84%, puis Myers, il est 24e avec 85,4%. Ça se ressemble pas mal. La seule affaire, moi, je trouve qu'il va jouer beaucoup lorsqu'on parle d'unité spéciale, puis lorsqu'on parle d'un botté de placement important. Possiblement pour gagner le Super Bowl, peut être une légende toute ta vie. L'expérience peut jouer pour beaucoup. Fait que, tu sais, Myers, du côté des Seahawks, il a 34 ans. Borregales, il a 23 ans. C'est un jeune loup. Ça peut jouer des deux côtés. Il peut être très fragile s'il n'est pas fort entre les deux oreilles, puis perdre tous ses repères, ou il peut y aller avec une insouciance totale, puis garde, moi j'y vais, c'est comme un botté de pratique, mais j'aurais tendance à dire que l'expérience dans ces situations-là va jouer pour beaucoup. Une chose sur notre botteur des Patriotes pour les punts, les bottées de dégagement. Le dernier match a été, je vais te dire, là, franchement pourri. Horrible. Behringer, souvent des bottées de dégagement qui sortaient 20 verges après directement des lignes de côté. Il a littéralement choqué. Dans un match aussi serré que ça, on a perdu souvent la bataille du positionnement sur le terrain. Fait que lui, il va falloir qu'il se donne un bon coup de pied dans le cul et qu'il se réveille un petit peu là. Et on ne peut pas blâmer les intempéries de la météo parce que le botteur de dégagement des Broncos, ça allait, c'était pas parfait, là, mais ça allait beaucoup mieux. Exact. Thierry, une petite note sur les unités spéciales. Moi, je suis content que Michael ait parlé des botteurs, comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur les retourneurs. Donc, d'un côté, moi, c'est surtout que je vais regarder, je ne vais pas regarder qui est nécessairement plus efficace que l'autre, je vais regarder qui a le plus de chances de commettre des erreurs sur les retours de bottée. Donc, d'un côté, on a Rashid Shaheed qui est vraiment dans sa zone en ce moment. Là, il est vraiment au-delà de ses retours vraiment explosifs. Il a 27 ans, beaucoup plus expérimenté par les retours. Puis de l'autre côté, on a Marcus Jones qui a 27 ans aussi, mais on ne le voit pas tant que ça. Puis d'un côté, on a Kyle Williams qui a 23 ans. Donc des joueurs un peu moins d'expérience. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va voir parce que si je regarde le match de la semaine dernière contre les Rams, je ne me rappelle plus c'est qui le retourneur des Rams, mais c'est un jeune aussi, puis il a fait 2 échappées sur des retours de bottée de dégagement, dont un qui a été recouvert par les Seahawks dans la ligne de 10, je pense. Ouais. Donc, ça l'a fait vraiment mal. Donc, tu sais, d'avoir des joueurs recrues ou des joueurs moins expérimentés sur des retours, des fois, ça peut causer surtout au Super Bowl, hein, tu sais, quand tu joues un peu moins. Puis des joueurs comme justement Marcus Jones, ben, il ne joue pas vraiment sur l'alignement. Là. Il est vraiment là pour les retours de bottée. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est dur de prendre son rythme. Puis là, c'est la seule fois que tu joues, tu veux vraiment pas faire d'erreur, tandis que Rashid Shaheed, il joue sur tous les jeux offensifs. Donc lui, il prend son rythme, il prend son aise. Puis il sait que s'il fait une erreur, ben, il peut se reprendre sur l'attaque. Donc, c'est moins stressant quand tu joues aussi sur l'attaque que quand tu es vraiment juste là une fois de temps en temps pour recevoir des bottées. Là, si les Patriots marquent quelques points ou les Seahawks marquent quelques points, puis ça prend le premier botté de dégagement, il est au deuxième quart, mettons. Ben là, pendant tout ce temps-là, tu as ton retourneur qui n'a presque rien fait du jeu, puis là, il s'envoie là, puis ça peut être stressant, ça peut faire une erreur. Donc, ça, c'est ce que je vais regarder là, au niveau des unités spéciales. 2 points sur le menu, les gars. On commence avec les impondérables. Hein. C'est les éléments qui peuvent faire en sorte qu'ils favorisent les Patriotes ou les Seahawks, qui ne sont pas nécessairement les entraîneurs, pas nécessairement les joueurs au sein de l'alignement, pas les statistiques. Une chose chacun, les gars, qui pourrait faire tourner le vent d'un côté ou d'un autre. Dans les deux camps, on semble complètement focusé sur le Grand Prix qui est d'aller chercher notre Super Bowl. Et on voit des images, des discours de nos entraîneurs après des victoires et je pense qu'on est là, on est exactement où on devrait être et je pense que ça en dit beaucoup. Alors, Michael, pour débuter, un impondérable qui pourrait favoriser les Patriotes, là.
Écoute, je vais y aller avec, on l'a mentionné en début de podcast, mais une super belle histoire Ouais. de résilience, de persévérance. Le coordonnateur défensif, Terrell Williams, qui a bataillé un cancer, puis finalement, au dernier match, il voyage avec l'équipe, il sera présent à San Francisco. Donc, tu sais, dans des sports d'équipe, souvent, ça peut être c'est exactement le point des impondérables. Tu sais, tous les gars vont se rallier, vont être contents de le voir, vont vouloir gagner pour lui. Donc, moi, je trouve que ça rajoute un. Tu sais, les deux équipes sont au top, là. C'est les deux meilleurs. Fait que ça, des petites affaires qui peuvent jouer, que ce soit mental ou physique. Moi, je trouve que cet élément-là peut vraiment rallier une équipe autour du coordonnateur défensif des Patriots, puis ça pourrait jouer au niveau psychologique. Thierry, de ton côté. Moi, je vais dire, imagine, Étienne, les Seahawks ont explosé les 49ers dans leur dernier match en éliminatoire. Le match se joue à San Francisco. Imagine l'injure d'aller d'aller gagner le Super Bowl dans le stade de tes rivaux de section que tu viens d'exploser en éliminatoire. Je ne sais pas si ça va être une motivation, mais je pense que les partisans des 49ers aimeraient vraiment pas le scénario que les Seahawks viennent gagner chez eux. Là. On va terminer ça, on va y aller d'un sommaire de tout ce qu'on vient de dire. Pendant les derniers 50 minutes, on va résumer ça en quelques phrases. Qu'est-ce qui va avantager l'une des deux équipes? On y est allé de plusieurs éléments qui pourraient faire la différence en faveur de l'un ou de l'autre. Mais en bout de ligne, un match, c'est 60 minutes. Et dans les derniers moments, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Michael, pour commencer, tes prédictions pour ce Super Bowl, pour ce prochain Super Bowl. Écoute, moi je pense que ça va se passer. La différence va jouer niveau aérien, j'ai l'impression. Si les Patriots sont en mesure de mettre la pression sur Sam Darnold, moi je trouve que ça va jouer pour beaucoup, ça va limiter les dégâts. Puis ensuite, de l'autre côté, est-ce que Drake May peut se réveiller? Je l'ai trouvé, je l'ai dit, pas très bon dernièrement. Des passes faciles qui tombaient au pied des receveurs. Est-ce qu'il est capable de lever son jeu d'un cran? Tu sais, c'est sa deuxième année, puis il est au Super Bowl. Ouais, je comprends qu'il y a beaucoup de pression, mais écoute, il va falloir qu'il lève vraiment son jeu d'un bon cran. Je les sens nerveux. Par contre, ils sont là. Toute la saison. Les Pats, le calendrier est facile. Check qui ont battu, un corps arrière substitut, blablabla. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a battu les équipes qu'on devait battre. Puis oui, je parle au on, Julien Marcotte. Puis écoute, moi, we all we got, we all we need. Concentrons-nous sur nous. Ça va passer vraiment par le jeu aérien. Il faut avoir du succès défensivement, puis offensivement, ça va être la clé du succès. Es-tu en train de dire, donc prévois-tu une victoire des Patriotes malgré tout ce que tu viens de dire? J'ai dit, je vais y aller avec ma tête, avec les Seahawks. Je trouve que c'est une équipe, honnêtement, que j'ai appris à aimer cette année. Honnêtement, défensivement, là, remarquez combien de temps ça prend un joueur défensif d'être sur le plaqué. Ça se fait instantanément. Okay? Les joueurs des Patriots vont avoir le ballon. Il y a toujours un gars sur leur dos. Ouais. C'est rare que les joueurs des Pats vont avoir une grosse séparation. Puis, offensivement, JSN, je trouve, il est beau à voir aller. C'est tracé. Il est tellement imprévisible. Fait que moi, je vais y aller, malheureusement, avec la tête, là, victoire des Seahawks. Thierry, de ton côté, qui sera le gagnant et pourquoi? Moi, avant de parler de mon gagnant, je veux parler un petit peu des Patriots aussi. J'en ai pas parlé de la saison parce que c'était pas dans mon côté. Puis au Super Bowl, là, c'était Miguel qui en parlait, mais vraiment une équipe vraiment le fun à voir. Moi, je pense que si on veut avoir une chance dans ce match-là, il faut ralentir les Seahawks en attaque. Il faut contrôler le temps de possession, que ce soit avec du bon jeu au sol, du jeu méthodique. Mais il faut absolument garder l'attaque des Seahawks sur le côté le plus longtemps possible. Peut-être d'aller créer un revirement pour voler une possession, mais il ne faut pas que l'attaque des Seahawks se retrouve constamment sur le terrain parce que là, ils vont prendre leur air puis ça va être difficile de les arrêter, donc de contrôler ça. Moi, de mon côté, je vais prendre aussi pour les Seahawks. Sur ça, le disait hors onde. Moi, je pense que ça va être une victoire par 10 points de Seattle. Je ne peux pas dire exactement le nombre de points, mais je pense que ça va se battre. Ça va être par 2 possessions. Je trouve que cette attaque-là est vraiment plus forte que celle des Patriots. On va marquer plus de points.
De mon côté, c'est sûr que les Patriotes auront ce désir de réécrire une nouvelle dynastie. Hein, on est dans une situation où on a fait un revirement de situation très rapide du côté des Patriotes. Peu de gens les voyaient là. Et avec raison, on était dans la cave du circuit pendant quelques années là, à la suite de l'ère Belichick et Brady. Donc, on est en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire du côté des Patriotes. Et une dynastie peut se construire très, très rapidement, peut se matérialiser et débuter avec une victoire au Super Bowl. On l'a vu par le passé, un jeune Tom Brady gagner rapidement un Super Bowl. Par contre, les meilleurs de notre génération, les Pat Mahomes et tout, ont dû vivre de l'adversité avant de se rendre où ils étaient. Et je pense que ça va être le cas de Drake May. Hein, on le dit souvent que la meilleure défensive gagne les championnats. L'année passée, ça a été le cas. Les Eagles avaient une meilleure défensive que celle des Chiefs. L'année d'avant, c'est sûr que les 49ers avaient une très, très bonne défensive, mais les Chiefs aussi. Et de mon côté, la meilleure défensive, c'est celle des Seahawks. On est plus mature. On est un groupe uni. Puis, on le dit, là, on est le dark side. On fait très mal à tout le monde. On est comme en mission. Puis, j'ai l'impression que par les prochaines saisons, ça pourrait s'estomper un peu. D'où, on l'a parlé, là, on a des joueurs qui sont quand même assez âgés. Et ça peut très, très rapidement changer dans leur contexte. Donc, notre fenêtre d'opportunité pour les Seahawks, pour moi, c'est pas mal là. Alors que celle des Patriots pourrait être un petit peu plus longue. Et selon moi, les Seahawks pourront profiter de cette opportunité et remporteront le prochain Super Bowl. Fait que là, on a deux partisans des Patriotes, mais il n'y en a pas un des deux qui prend. Exact. Ceci dit, on est avec les épaules. Ceci dit, si je ne tomberais pas disons que je ne me range pas du côté de ceux qui disent que la victoire est sans équivoque pour les Seahawks. Je pense qu'on va avoir un match plus serré qu'on pense et qui sait avoir une possibilité de drive gagnante des Patriotes en bout de ligne. Ben, on va faire l'inverse que les Pats nous avaient fait il y a quelques années et la défensive va arrêter l'attaque. Donc, je pense que ça pourrait être le scénario de mon côté. Les gars, c'est ce qui met fin à ce 123e et dernier épisode. J'aimerais particulièrement, avant d'y aller, des remerciements formels. Vous levez mon chapeau pour les 2 dernières années. Surtout cette année, on y est allé d'une grosse couverture pour la saison de la NFL. Ce fut extrêmement plaisant à faire de nouveau. Ah oui, mais merci, Étienne. Moi, ça fait 5 ans. Mon plus vieux il est rendu à 4 ans, Victor. Fait que, j'ai commencé, puis pas de kid. Là, je termine pas mal plus cerné. Mais écoute, j'ai fait ça. Là, ça a été un réel plaisir. À chaque fois, c'est une préparation. Écoute, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est des feuilles et des pages de notes. Puis c'est un sport que j'adore. Puis ça me met encore plus prêt pour les matchs importants. On se tient au courant de la saison. On s'écrit. Donc, vraiment, là, moi, je te remercie pour la belle expérience. Ça a été vraiment plaisant. Thierry, je vais te laisser la parole un petit peu plus tard dans les remerciements. Vous excuserez l'aspect un petit peu plus formel du prochain segment où je vais y aller vraiment plus en lecture là, pour être sûr de ne rien manquer, pour être sûr de cibler tout ce qui est important du côté du temps d'arrêt. Donc, c'est un dernier épisode. Hein. J'ai consacré plusieurs années de ma vie à ce projet-là et la passion y était toujours, mais tu parlais, Michael, d'un contexte de vie qui a changé. Ben, c'est la même chose de mon côté. On a un petit garçon à m'occuper, un petit peu moins de temps pour vraiment y aller d'épisodes complets comme ça. Donc, ça devenait un petit peu plus difficile. Le sentiment aussi d'avoir bouclé la boucle et ça ne pouvait pas mieux se terminer, les gars, qu'avec un épisode sur le Super Bowl. Comme j'ai dit au début, on termine là où tout a commencé et ça rend la symbolique très importante pour moi.
Donc, je me lance. Là, le temps d'arrêt a commencé comme un projet, comme on l'a dit, là, il y a 5 ans, de discussion entre amis, à l'époque où la COVID, où les rassemblements et les occasions pour parler de sport se faisaient trop rares. Hein. Le podcast m'a permis de garder cette flamme en le sport plus allumée que jamais, de garder un contact, des conversations sur le sport entre amis, et à me bâtir une communauté sportive enrichissante. Le podcast m'a permis d'intégrer la meilleure des équipes de tout sur le hockey, où j'en suis rendu à près de 500 articles décrits. D'ailleurs, merci beaucoup à Mathieu Paradis pour la confiance qu'il m'a rapidement donnée. Hein, le podcast aura grandement évolué au cours des années. Je suis très fier de la trajectoire qu'il a pris et de ce qu'il est devenu. Merci à vous, les auditeurs, hein, ceux qui ont été occasionnels, mais surtout les réguliers, ceux qui ont fait la promotion de mon podcast et qui n'ont jamais arrêté de m'encourager par des messages positifs et constructifs. Je pense à Vincent Turcotte, à mon frère Guillaume, Thierry, avec ses nombreux messages qu'il m'envoyait régulièrement, plusieurs autres, mais surtout à mon auditeur chouchou, Philippe Côté, toujours au poste, qui était pour supporter mes projets du premier au dernier épisode. Ça faisait chaud au cœur d'avoir toujours ce soutien-là. Merci à mon commanditaire et ami Jordan Lanoux et son équipe chez IG qui n'ont pas hésité une seule seconde à se lancer dans l'aventure avec moi et à me soutenir financièrement. Cela m'a permis d'offrir aux auditeurs du contenu de bien meilleure qualité dans les derniers mois. Je voulais évidemment prendre le temps de remercier tous les artisans qui ont contribué au début du temps d'arrêt, hein, dont ceux qui ont fait une apparition, là, Vincent Lamarche d'Aigle, Laurent Gauvin-Lemieux, pardon, Alexandre Côté, Camilla Toutoui, Maxwell Elliott, Lucas Ricard, Christian Sénécal, Thomas Lafont, Carl-Éric Blanchet, Marc-Olivier Baudouin. On a eu la chance de se bâtir une équipe de collaborateurs pertinents dans le sport qui les passionnait. Hein, mon collaborateur soccer à nos débuts, David Caffer, mes collaborateurs basketball, Alexandre Mercier et Julien Marcotte, mon collaborateur baseball, Laurent Lalonde-Sauvé, les collaborateurs hockey, Bruno Bois, Alexandre Côté, Vincent Turcotte et Kevin Carbonneau. J'ai eu la chance aussi de recevoir des gens qui sont grandement réputés dans leurs domaines respectifs. Joey Alfieri des Alouettes de Montréal, William Thériault, analyste basket et journaliste à la presse, Greg Langto de BPM Sport, passionné de cartes, Sébastien Berroir du site Passion MLB, Amelia McGuire qui travaille à BPM et qui a travaillé au retour avec Martin Lemay, Nathaniel Marks qui travaille pour Hockey Québec, qui est entraîneur adjoint avec les Voltigeurs de Drummondville. Finalement, vous m'excuserez. Lors des 2 dernières années, j'ai décidé de me concentrer davantage sur certains sports, hein, le Canadien, le Rocket, les espoirs de la LNH, les Alouettes, la NFL et la Formule 1. Merci à tous mes collaborateurs réguliers des dernières années qui ont fait du temps d'arrêt un podcast des plus crédibles et extrêmement agréables à produire. À chaque épisode, dans les dernières années, j'avais la certitude que le contenu allait être d'une très grande qualité. Le Canadien avec Marco D'Amico, qu'on peut voir un petit peu partout dans la sphère médiatique. Le Rocket avec Jessica Lemay. Les espoirs de la LNH avec la merveilleuse équipe de Tout sur le hockey. Mathieu Paradis, Simon Servant, Pascal Lapointe, Seb Gagné. Les Alouettes avec Pablo Herrera Vergara. La F1 avec mon frère Guillaume et la NFL avec vous, bien sûr, les gars, Michael et Montcharlant qui étaient là, comme mentionné, depuis le tout début, et Thierry Murray qui nous a rejoint peu longtemps après. On vient d'offrir du contenu de très, très grande qualité au niveau NFL dans les 2 dernières années. J'en suis très heureux. Finalement, merci à ma copine Véronique, celle sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, que ce soit par ses nombreux encouragements, son aide à l'évolution du podcast, dans des éléments qui n'étaient pas ma force, ou de me permettre de passer des heures à la confection de chaque épisode, surtout depuis la naissance d'un garçon. Je te remercie infiniment et je t'aime beaucoup. Thierry, je vais te laisser un petit mot pendant que je vais prendre une gorgée d'eau, puis j'irai du mot de la fin. Parfait. Moi, je voudrais te remercier, Étienne, de nous avoir pris comme collaborateurs, parce que comme tu l'as mentionné, tu as eu des collaborateurs vraiment d'une pertinence incroyable. Tu t'en parlais des gars de Tout sur le hockey, Pablo qui est à la couverture des Alouettes. Donc, eux autres, c'était des gens qui travaillent dans le domaine, qui sont là à travailler avec ces sports-là. Puis le football, tu es resté avec nous, que tu sais, on ne travaille pas dans le domaine, je ne veux pas nous dénigrer, là, loin de là, on essaie de faire un très bon travail, mais dans tous les sports, tu es resté avec nous, même si on n'est pas des gens qui travaillent dans le métier. Puis je suis très honoré que tu aies gardé avec justement ces gens-là qui sont très bons dans ce qu'ils font. Puis moi, pour avoir écouté presque tous tes épisodes, je trouvais ça extrêmement pertinent, leurs commentaires, leur expertise dans ces sports-là. Donc, je suis quand même fier d'avoir été un invité régulier à ton podcast. Puis moi, je
je l'ai toujours dit depuis qu'on se connaît à l'université, là, une dizaine d'années. Moi, ça me fascinait à quel point tu connaissais des choses sur beaucoup de sports. Tu sais, moi, je m'y connais beaucoup dans la NFL, mais après ça, les autres sports, j'y connais un peu par-ci, par-là. Mais on parlait de n'importe quel sport, des Jeux olympiques, tu connaissais comme plein d'affaires. Fait que je trouve que justement, ce podcast-là, il t'allait vraiment bien parce que tu parlais à un moment donné de Formule 1, à un moment donné de baseball. Puis à chaque fois, tu étais extrêmement pertinent, puis tu connaissais tes affaires. Puis tu étais méthodique. Donc vraiment, je vais être un peu déçu de ne plus avoir ce podcast-là écouté. Là. Je vais devoir m'en trouver d'autres. Je suis vraiment très honoré d'avoir participé à ça, là, puis que tu nous as gardés pendant toutes ces années-là à parler de la NFL. Puis ce fut tout naturel, d'où votre niveau d'implication et votre passion pour le sport. On a bâti quelque chose de très, très désagréable et vous deux, vous avez clairement été ceux qui ont été le plus présents au podcast. Alors, je vous remercie grandement pour votre dévouement. Je pense que les collaborateurs que je viens de mentionner, ça peut paraître un petit peu plus anodin parce que c'est sûr que c'est moi qui ai le chapeau principal du temps d'arrêt, mais les collaborateurs qui ont passé au podcast et surtout, vous deux les gars, ça a été énormément d'heures de préparation. Je mets beaucoup d'heures de préparation là-dedans. Vous en mettez tout autant et c'est ce qui faisait la différence. Vous arriviez préparé. Et ça montrait un contenu qui était vraiment excellent. J'aimerais remercier tous les gens là, pour leurs très, très beaux commentaires sur les commentaires sur le Facebook et YouTube. Je terminerai avec les mots suivants. Là. Donc, c'est maintenant la fin d'une aventure qui aurait été marquante, déterminante et ô combien amusante pour moi. J'aurais consacré une bonne partie de ma vie dans les dernières années. Je suis très fier du produit rendu. Merci du fond du cœur à tout le monde qui a contribué de près ou de loin au temps d'arrêt. Et on se dit à une prochaine.